Bonjour à toutes et à toutes, heureux de vous retrouver, 67e vidéo de Psy à la maison et nous allons voir organisateurs et dans les organisateurs nous allons voir particulièrement le stade miroir qui est le quatrième organisateur mais on va l'aborder. Alors le premier organisateur c'est le sourire intentionnel de l'enfant qui arrive vers 3 mois. Avant c'était du mimétisme, la reproduction du comportement. Après 3 mois, l'enfant va sourire par lui-même, intentionnellement. Le deuxième organisateur, c'est l'angoisse du 8e mois, ou l'angoisse de la séparation. Le troisième organisateur, c'est le premier mot signifiant vers 1 an. Alors, communication signifiante et entrée dans le langage oral. On va commencer à parler. Maman, papa, les mots simples et qui renvoient à une personne généralement. Quatrième organisateur, un stade miroir vers 18 mois. Alors vous aurez, selon les personnes qui ont travaillé sur le stade miroir, vous pourrez avoir entre 11 et 18 mois. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus parce qu'il n'y a rien d'établi, ça dépend du développement de l'enfant. Et le cinquième organisateur, l'acquisition du jeu vers 2 ans. D'après Chartier, c'est la pleine conscience d'être unique, plus dans la fusion d'autrui, objet à part entière. Je suis, c'est moi. J'existe en tant que personne et je m'affirme en tant que personne. Ça veut dire ça. Alors, vous comprenez bien que la vie ne s'arrête pas à 2 ans et que toute notre vie, de la naissance à la mort, notre développement physique et psychologique, suit des étapes, donc un organisateur constant, tout aussi important les uns que les autres, car définissent ce que l'on est et nous sommes et dans notre stade de développement dans lequel on est. Alors, on va aller un petit peu plus loin pour comprendre le terme d'organisateur en psychologie. J'ai choisi le quatrième organisateur comme exemple pour que vous compreniez parce que c'est celui le plus commun que généralement les gens connaissent et qui est très intéressant parce qu'il y a énormément de recherches, énormément de choses qui ont été faites dessus et j'ai trouvé ça intéressant de l'expliquer un petit peu au passage. Donc le stade du développement de l'enfant, stade du miroir vers 18 mois. Alors c'était ce que je disais au préalable, attention, ça peut être 15 mois, ça peut être 22 mois, c'est pas fixe, c'est une statistique. Donc le stade du développement de l'enfant est le moment où l'enfant se reconnaît comme objet unique, il prend conscience que l'image reflétée est sa propre image et non celle d'un inconnu. C'est-à-dire qu'avant, l'enfant, quand il se regarde dans le miroir, il ne va pas avoir la notion de lui, il ne va pas avoir la connaissance de lui, la conscience de lui, il croira que c'est une autre personne. À partir du moment où il passe le stade miroir, il s'apercevra que dans le miroir, c'est lui et pas un autre. L'enfant comprend de voir son corps et à différencier de lui-même les autres corps. Il fait la différence entre mon corps à moi et le corps de l'autre. Il n'est plus dans la fusion avec autrui, il est capable de dissocier son image de l'image d'autrui. Avant ce stade, l'enfant il est persuadé qu'il est en fusion constante avec les autres. Après ce stade-là, il saura qu'il est je, moi. Après, il l'exprimera par la parole au 5e stade. Donc, c'est important car c'est la conscience de soi du non-fusionnel à autrui. Alors, vous allez me dire, vous allez me poser une question, c'est très bien, ça, c'est une belle théorie, c'est un bon principe, c'est un bon concept. Mais avant, comment les enfants y faisaient Donc, on va se poser la question du développement de l'enfant avant l'existence du miroir. Parce que si on s'arrête au miroir même, au concept du miroir, on se dit ça veut dire qu'avant les enfants ils évoluaient pas. Non, pas du tout, ça se faisait différemment et je vais vous l'expliquer. Le miroir est l'objet matériel qui a permis de déterminer le stade, mais pas la cause du développement du stade. Mise en lumière matérialiste, le miroir c'est l'objet. Cela ne veut pas dire qu'avant le miroir, l'enfant ne se passait pas ce stade, pas du tout. Ce n'est pas l'objet miroir qui est important, mais la possibilité de matérialiser le stade de façon concrète. En fait, le miroir a permis de faire une expérience matérielle qui a pu mettre en évidence ce principe, ce concept du stade miroir. Sûrement que le stade existait déjà dans d'autres temps, mais sans explication concrète et matérialiste. Nous pouvons dire que le stade se passait sans explication rationnelle. Ça arrivait, on observait que l'enfant changeait, mais on ne savait pas dire pourquoi, comment. Voilà, c'était naturel, normal. Sans explication psychologique et physique. Donc, dans la psychologie expérimentale, la compréhension du comportement humain, ce qui est important, ce n'est pas l'outil, ce n'est pas le miroir en fait, mais la compréhension du résultat de l'expérience qui amène au résultat.
d'accord? Je vais m'expliquer. C'est-à-dire qu'on fait une expérience avec un outil, d'accord? Mais ce qui est important, ce n'est pas l'outil de l'expérience. Ce qui est important, c'est le résultat de l'expérience et comment on est amené au résultat. Voilà, c'est ce qui va ressortir et c'est ce qui va intéresser les psychologues expérimentaux. La psychanalyse considère ce stade comme étant une simple convention analytique propre à la psychanalyse. Oula, compliqué là. Là, je vais vous lâcher. Non, alors, c'est simple. Hein. Ça veut dire qu'en psychanalyse, on considère ce stade comme un concept, un repère de développement de l'enfant, tout simplement. Voilà. Alors, pour la psychiatrie, hein, ce sera un outil de diagnostic d'un stade non fait qui peut permettre de mettre un mot à une pathologie. Alors, les psychiatres, eux, vont utiliser le stade miroir, par exemple, pour voir si l'enfant a passé le cap du stade miroir ou pas. Et par rapport à son âge, par rapport à son développement, son histoire, enfin plein de choses, ils diront, oui, là, c'est normal, le stade miroir est passé, donc il est bien. Ou non, effectivement, à l'âge qu'il a, il a 4 ans, il n'a toujours pas passé le stade miroir, par exemple, là, il y a un problème. D'accord? Ça va être un outil d'indication et de diagnostic. Donc, c'est très intéressant. L'un des premiers à étudier ce stade est le psychologue français Henri Wallon. Il sera suivi par René Zazot. Alors René Zazot, c'était aussi un psychologue. Et après, on a eu les psychanalystes qui se sont intéressés de près à ça. Donc, on a eu Jacques Lacan, on a eu Donald Winnicott et bien sûr Françoise Dolto. Alors, je ne vais pas rentrer dans chaque concept et chaque principe, je vous renvoie aux auteurs, vous avez les noms, vous pouvez aller vous renseigner, voir si ça vous intéresse, vous apprendrez les choses beaucoup plus profondément. Ce n'est pas l'objectif de la vidéo de tout vous expliquer de tout à chacun, ça serait compliqué et j'aurais pas assez de temps. Mais allez-y, si ça vous intéresse, d'en savoir plus sur le développement de l'enfant, les personnalités que je viens de vous citer ont fait des travaux vraiment très intéressants et très, très intéressants en soi. Donc voilà ce que c'est que l'organisateur, et j'ai pris un exemple, le stade miroir, pour que vous compreniez un petit peu. Donc j'espère qu'à travers le stade 4 du miroir, vous aurez compris l'importance de déterminer l'organisateur pour situer le stade de développement, l'outil de diagnostic, sans entrer dans des préjugés et des jugements, mais bien dans la compréhension de la personne. Alors qu'est-ce que j'ai voulu dire par là à la fin ? Je veux dire ça, je veux exprimer à la fin qu'il faut faire très attention. D'accord ? Les stades restent un outil. C'est pas parce qu'un enfant ne marche pas à 3 ans que c'est un enfant qui est idiot, débile, psychotique ou quoi que ce soit. Non, peut-être que cet enfant-là, certes il ne marche pas, mais peut-être qu'il est très doué dans le langage. D'accord ? Donc il faut faire toujours très attention. Un seul outil ne permet pas de diagnostiquer une pathologie dans son entier. Il faut toujours plusieurs outils de diagnostic pour pouvoir conclure à une pathologie. Un seul aimant ne suffit pas. Et dans le développement de l'enfant, c'est pareil. Chaque enfant est unique. Chaque enfant se développe en fonction de lui-même, de son environnement, de son entourage, de son histoire. Et ça, il faut le prendre en compte. D'accord ? Ne vous alarmez pas si votre enfant ne respecte pas à la lettre, d'accord, les organisateurs. C'est pas grave. Peut-être qu'il est meilleur dans certains organisateurs et que dans d'autres, il sera plus mauvais. Mais c'est normal, on ne peut pas grandir et s'élever à la même manière, de la même façon, tout le temps. Ce n'est pas linéaire, ce n'est pas une formule mathématique, pas du tout. Il faut prendre en compte l'environnement de l'enfant, son ressentir, sa façon d'être. Il faut prendre aussi attention, il faut prendre aussi les spécificités génétiques, physiques, biologiques de l'enfant. Toujours associer la psychologie au corporel, d'accord ? Et le corporel aux psychologies, ça fonctionne main dans la main. Rappelez-vous, dans certaines vidéos, je vous l'ai dit et je vais vous le rappeler, le corps et l'esprit sont liés. Quand le corps n'arrive pas à s'exprimer, la parole peut aider. Et quand la parole ne peut pas mettre en mots le mal, le corps va exprimer le mal de la pensée. D'accord ? Donc voilà, je vous remercie, j'espère vous revoir souvent. Avant de vous partir, je vais vous dire le thème de la vidéo suivante, puisque je suis déjà en train de travailler dessus. Ça sera la 68e vidéo et nous parlerons d'un mot qui est à la mode, qu'on entend beaucoup et qu'on utilise souvent à mauvais escient. C'est le terme de résilience. Alors la résilience, c'est très très intéressant, je vais l'aborder très sérieusement, essayer de vous l'expliquer simplement en trouvant des exemples et choses pour que ça vous rattache et que ça vous parle. Mais le mot résilience, on l'utilise en sociologie, on l'utilise évidemment en psychanalyse, en psychologie,
Mais aussi, hein, actuellement, beaucoup de nos politiciens utilisent le terme résilience et malheureusement, certains l'utilisent à mauvais escient et avec la mauvaise sémantique du mot. Voilà, donc j'espère que ça vous intéressera aussi. Je vous remercie, prenez bien soin de vous. À bientôt, bon courage.